Bonsoir, eh bien, nous recevons maintenant Jean-Pierre Clamadieu qui préside depuis 2018 le conseil d'administration d'Engie, un groupe qui se pose en leader de la transition énergétique. Bonsoir Monsieur Clamadieu. Alors les plans de relance annoncés dans le cadre de la crise sanitaire vont faire la part belle aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Dans quelle mesure vont-ils concerner Engie et plus précisément quel métier ? Bon, d'abord, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne nouvelle que ces plans de relance, et c'est vrai en France, mais c'est vrai en Allemagne, c'est vrai au niveau européen, et un volet transition énergétique très important. Moi, je suis de ceux qui pensent que la crise sanitaire que nous traversons est un vrai wake-up call, comme on dit en mauvais français, et doit nous amener vraiment à nous préparer à la prochaine crise, qui sera une crise climatique et qui peut être encore plus sévère que celle que nous connaissons. Alors, si on regarde concrètement le plan annoncé en France, renforcé d'ailleurs dans certaines de ces mesures par le plan européen. Il y a un plan européen, j'allais dire le pacte vert européen. Oui, l'efficacité énergétique, ça c'est vraiment un grand sujet, en particulier dans le bâtiment. Je crois que depuis très longtemps, on est convaincus les uns et les autres que c'est le domaine dans lequel il faut que les investissements publics se manifestent pour permettre aux différents acteurs d'engager cette rénovation du patrimoine bâti, qui est un des sujets dans lesquels l'intérêt économique et l'intérêt climatique sont complètement alignés. Quand on rénove un appartement, quand on rénove un bâtiment qui accueille des activités tertiaires, on a un impact climatique, bien sûr, on réduit les émissions de CO2, mais on a aussi ce qu'on appelle un payback, c'est-à-dire qu'on va générer des économies qui vont permettre de payer cet investissement. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la décarbonation de l'industrie, avec la chaleur durable. Et ça, c'est un thème important pour nous. Le fait d'apporter à nos clients industriels des solutions qui permettent de réduire leurs émissions, avec cette difficulté qui est que souvent, quand on parle de décarbonation, on pense électrification, et au cas de la chaleur, c'est-à-dire la vapeur dont les industriels ont besoin pour certains procédés, et c'est des besoins quelquefois très importants, l'électricité n'est pas une réponse. Et là, on parle plutôt gaz, biomasse. On y reviendra plus précisément. C'est effectivement des sujets importants pour nous. Et puis le troisième volet qui est très intéressant, alors il nous projette un peu plus dans l'avenir, c'est l'hydrogène, dans lequel effectivement, à la fois dans le plan français, mais aussi dans le plan européen, on voit cette volonté de passer, s'agissant de l'hydrogène, de quelques démonstrateurs ici et là, à des projets beaucoup plus marquants. Et c'est également une priorité pour Engie. Et on y reviendra d'ailleurs lundi prochain avec une intervention de Michel Alzalbert qui pilote tout ce pôle hydrogène vert pour Engie. La business unit hydrogène chez Engie. Je dirais qu'au-delà de ce qui est strictement dans le plan, moi j'espère qu'on verra, en particulier venant de collectivités locales, venant de régions, d'agglomérations, de métropoles, des plans climat. Beaucoup de ces entités ont commencé à réfléchir sur leur propre plan de transition énergétique et j'espère qu'effectivement, il y aura l'occasion, dans les prochains mois ou les prochaines années, d'accélérer dans ces plans. Et là aussi, pour Engie, ça veut dire réseau de chaleur, réseau de froid, tout un tas de réseaux, de solutions que nous sommes prêts à apporter aux collectivités locales pour les aider à décarboner le territoire sur lequel elles opèrent. Alors fin juillet, vous avez annoncé une accélération du plan de cession d'actifs en le portant de 4 à 8 milliards d'euros. Quelle part de ces nouvelles ressources financières sera allouée aux énergies renouvelables et à quel rythme et est-ce que vous privilégiez certaines énergies renouvelables par rapport à d'autres? Alors, en réalité, ce qu'on a annoncé à la fin du mois de juillet, c'est d'une part que nous faisons chez Engie des choix clairs en matière de priorité. Nous voulons accélérer nos investissements et nous voulons vraiment repartir à l'offensive dans deux métiers, les renouvelables, vous l'avez dit. On a réussi en quelques années à devenir un acteur européen important du renouvelable. Nous sommes le leader en France, on ne le dit peut-être pas avec suffisamment de force, pour ce qui est du développement de nouvelles capacités de production renouvelable. Nous voulons accélérer. Accélérer pourquoi? Parce que la demande continue, elle aussi, à accélérer, et parce qu'on voit beaucoup de grands acteurs venir dans ces métiers. Nos grands concurrents, Enel, Iberdrola, mais aussi des acteurs pétroliers, Total par exemple, mais Shell ou BP, et nous voulons être capables de maintenir ce rôle de leader. Donc effectivement, priorité à ces investissements. Nous avons annoncé un certain nombre de simplifications du groupe. L'objectif, c'est de générer 8 milliards d'euros. Et ces 8 milliards d'euros, nous voulons les utiliser pour accélérer dans les 2 ou 3 prochaines années nos investissements. Engie est un groupe qui investit beaucoup. Nous investirons. Vous avez combien dans l'année? 4 milliards d'euros en investissement de croissance, auquel s'ajoutent 2 ou 3 milliards en investissement. Donc elle part pour les renouvelables? Alors on n'a pas encore décidé, mais je pense que dans la partie d'accélération, c'est probablement les renouvelables représenteront plus de la moitié de ces budgets supplémentaires. Alors dans quoi? En termes de pays, on a choisi nos priorités.
la France, les États-Unis et le Brésil, qui sont vraiment les 3 pays qui se détachent dans les renouvelables. Dans ces 3 pays, nous avons des positions très fortes, leader en France, parmi les premiers acteurs aux États-Unis et au Brésil, et puis quelques autres pays, le Benelux, quelques pays d'Europe du Sud, quelques pays d'Amérique du Sud. Et donc là, sur cette dizaine de pays, nous allons vraiment concentrer l'essentiel de nos efforts, avec la volonté de créer des plateformes industrielles de développement qui nous permettent d'être encore plus efficaces dans la création de capacités nouvelles. Et puis, ce qu'on aime bien chez Engie, c'est les projets un peu compliqués. Parce que les projets simples, finalement... Les barrages hydroélectriques non, au Brésil, on parle toujours le solaire, l'éolien, le photovoltaïque, donc solaire et éolien. Surtout l'éolien, on a décidé de mettre une priorité particulière sur l'éolien en mer. L'éolien en mer, il a cette caractéristique de pouvoir produire de l'électricité de manière souvent presque constante entre le jour, la nuit et les différentes saisons. Donc c'est vraiment une forme d'énergie renouvelable qui remplace par exemple ce que des centrales nucléaires sont capables de produire. Et là, nous avons décidé de faire une JV avec notre concurrent qui est devenu un ami portugais, EDPR. Et nous avons créé cette JV pour accélérer nos développements dans l'éolien en mer. Mais qui est un peu en retard en France, alors, pas mal. Alors en fait, l'éolien en mer proche des côtes, qui est ce que nous connaissons en France, ben oui, il est en retard. Hein. On a autorisé, en tout cas on a attribué 3 parcs importants près des côtes du nord-ouest de la France en 2013, si ma mémoire est bonne. Et je crois qu'aujourd'hui, on imagine un démarrage en 2023, après de multiples recours juridiques de toute nature. Là, je crois qu'il faut qu'on arrive à accélérer. Et puis aujourd'hui, on est capable de faire de l'éolien un peu plus loin, dans un certain nombre de champs, en particulier dans le nord de l'Europe, au large de l'Angleterre. Et là, il y a vraiment des gisements de vent qui sont très intéressants, et c'est vraiment sur ce genre de projet que nous voulons accélérer. Mais nous avons encore plein d'opportunités de développement autour de ces énergies renouvelables, et vraiment toutes les forces du groupe dans les prochaines années vont être concentrées à nous permettre de saisir ces opportunités. D'accord. Alors vous plaidez aussi régulièrement, ce qui n'était pas le cas peut-être de la précédente direction, en faveur du gaz, donc qui est le métier d'origine du groupe, mais quand même, c'est une énergie encore carbonée, fossile. Alors comment vous justifiez cette position ? Alors, faut se rappeler qu'aujourd'hui, effectivement, une bonne partie de l'ADN de l'histoire du groupe, elle s'est faite autour du gaz. Engie, c'est Gaz de France et Suez qui se sont rapprochés pour constituer notre groupe. Ce que je constate simplement, c'est que dans la plupart des pays du monde, le gaz est un élément important dans la réalisation de la transition énergétique. Le moyen le plus simple dans beaucoup de pays, je reviendrai sur la situation de la France qui est un petit peu particulière, le moyen le plus simple de décarboner une économie, c'est de transformer des centrales à charbon en centrales à gaz. Parce que le gaz est moins émetteur de CO2 que... Moitié moins, à peu près. Donc effectivement, pour des pays comme l'Allemagne, beaucoup de pays d'Europe centrale orientale, les États-Unis, la Chine, le gaz est vraiment un élément essentiel de cette transition. En France, la situation est un peu différente, puisque nous avons, grâce au nucléaire, une énergie qui est déjà largement décarbonée. Pour autant, quand on regarde ce que la France doit faire dans les 20 ou 30 prochaines années pour atteindre ses objectifs climatiques, le fait de conserver du gaz dans notre mix énergétique permet d'optimiser le coût de cette transition. Pourquoi ? Parce que le gaz est une forme d'énergie qui se transporte et qui se stocke facilement. Et nous avons, lorsqu'on parle d'énergie, dans nos pays, dans nos zones tempérées, l'un des enjeux, c'est d'être capable d'apporter de l'énergie pour le chauffage en hiver. Et là, le gaz est irremplaçable. Et si on veut remplacer le gaz, il faudrait investir de manière massive pour créer des installations de production d'électricité pour faire face à ces périodes. Et donc, nous sommes convaincus chez Engie que le gaz a un rôle à jouer. Mais bien sûr, ce gaz, il doit devenir renouvelable. Et c'est tout l'enjeu du biogaz dans un premier temps, de l'hydrogène dans un second temps, et nous sommes effectivement convaincus qu'à terme, il faut que le gaz devienne un élément d'un mix énergétique décarboné. Il me semblait que le Engie visait un gaz vert à 100% à l'horizon 2050, c'est toujours un objectif C'est une vision très ambitieuse, mais effectivement, ce que nous souhaitons, c'est voir rapidement le biogaz venir prendre sa place. Et le biogaz, c'est un concept très intéressant. Le biogaz, on le produit à partir de quoi ? On le produit à partir de cultures ou de déchets agricoles, à partir de déchets ménagers. Et là, on est capable, dans un digesteur, on commence à en voir un petit peu quand on se promène dans la campagne française. Dans certains cas, à les sentir, mais il y a des solutions pour éviter de les sentir. Là, on est capable de produire du méthane qui est réinjecté dans le réseau.
Alors aujourd'hui, nous sommes un acteur industriel, nous développons, nous installons ce type d'installation. Il faut vraiment accélérer parce que c'est une forme d'énergie qui permet à la fois de créer de l'activité économique complémentaire, mais quelquefois relativement importante pour des agriculteurs, qui permet de maintenir de l'activité dans certaines parties du territoire et à nouveau de verdir notre empreinte énergétique. Et vous pouvez utiliser vos réseaux, vos infrastructures actuelles. Bien sûr, on est capable. C'est ce qu'on fait. On est capable de réinjecter du gaz. On est capable de réinjecter. Une de vos priorités stratégiques aussi, je crois, les infrastructures. Bien sûr, on est capable de réinjecter du gaz dans ces infrastructures. Et puis on réfléchit aujourd'hui à des moyens d'accélérer ce développement. Par exemple, en permettant, ce qui n'est pas encore possible d'un point de vue réglementaire, mais en permettant, dans le cas de développement de logements neufs, où les promoteurs ont une obligation de recourir aux énergies renouvelables, ils le font aujourd'hui au travers essentiellement du solaire, mais leur offrir la possibilité d'utiliser du biogaz produit localement pour satisfaire ces obligations. Peut-être demain, pourquoi pas, une obligation d'injection de biogaz dans le réseau qui serait donnée aux opérateurs, qui permettrait de développer plus rapidement ce gaz. Et puis pour revenir à votre question sur 2050, bien sûr, l'hydrogène, on en parlait tout à l'heure, est aussi une solution, alors à plus long terme, mais l'hydrogène est un gaz qui a une propriété très intéressante, c'est qu'il se marie bien avec l'électricité. On sait transformer l'électricité en hydrogène, en électrolysant de l'eau. Ce qui permet de la stocker. Absolument. Et puis on sait transformer de l'hydrogène en électricité en utilisant une pile à combustible. On peut le faire dans une voiture, on peut le faire dans un camion, on peut le faire dans une locomotive, on peut le faire dans une installation industrielle. Et donc c'est effectivement une ambition importante pour Engie que de viser à terme un système gazier qui soit décarboné. Alors Engie, on le sait peut-être moins en France, mais vous êtes aussi exploitant nucléaire, opérateur nucléaire avec 7 réacteurs et 2 centrales en Belgique. Ces réacteurs, en principe, doivent s'arrêter au plus tard en 2025. Alors, quel est le sort réservé à ces réacteurs? Le gouvernement belge avait l'air un peu hésitant. C'est des choses qui coûtent cher en plus à Engie. Donc. La situation est un tout petit peu complexe. En fait, aujourd'hui en Belgique, la loi dit l'ensemble des installations de production d'électricité d'origine nucléaire doivent s'arrêter en 2025. Il y a un débat qui est ouvert depuis très longtemps sur la possibilité de prolonger ou pas certaines de ces unités. Nos analyses techniques chez Engie nous font dire que 2 de ces 7 tranches pourraient effectivement être prolongées pour 10 ou 20 ans. Un nouveau gouvernement vient de se mettre en place en Belgique qui a annoncé sa décision de maintenir la loi telle qu'elle est et donc de fermer l'ensemble de nos réacteurs d'ici à 2025. Il a simplement ajouté un autre élément à son programme qui est de dire « et on regardera à la fin 2021 où on en est » dans les investissements de capacité qui visent à remplacer ces réacteurs. Et à ce moment-là, on vous dira ce qu'on attend de vous. Et alors, nous leur avons dit, j'ai eu l'occasion de redire de manière très claire, que malheureusement, s'agissant de réacteurs nucléaires, nous sommes obligés de prendre une décision à la fin de cette année, en fonction de ce que les autorités politiques pourront nous dire, parce que prolonger la durée de vie de ces réacteurs, c'est des investissements très importants. On parle de 500 à 1 milliard d'euros. C'est des procédures par réacteur ou pour les deux pour l'ensemble des deux. C'est des décisions qui doivent être prises très tôt. Il faut commander du combustible. Il y a certains équipements qui sont très complexes à fabriquer. Il y a des procédures réglementaires, elles aussi très, très complexes. Et donc, nous avons effectivement besoin d'une décision à la fin de cette année si on veut envisager la prolongation de ces réacteurs au-delà de 2025. Donc, la balle est pour l'instant dans le camp du gouvernement belge, mais nous serons amenés d'ici à la fin de cette année ou au tout début de l'année prochaine à prendre effectivement une décision concernant la vie de ces installations. D'accord. Engie, c'est aussi tout un ensemble de services assez divers, voire assez disparates, regroupés dans ce que vous appelez les solutions clients. Alors, les 2 tiers à peu près, je crois, de ce pôle sont sans doute amenés à quitter le groupe, soit par cession, introduction en bourse. Donc, quel est un peu le profil des actifs concernés et qu'est-ce que vous garderiez? Parce que c'est quand même des actifs liés aussi à la transition énergétique ou à l'efficacité énergétique. Donc. Bien sûr, et vraiment, nous avons en tête chez Engie notre raison d'être qui est d'être un leader de la transition énergétique et climatique. Nous avons demandé à nos actionnaires de l'inscrire dans nos statuts, c'est ce que nous avons fait à la dernière Assemblée générale. Et pour nous, une réflexion stratégique, elle doit s'inscrire dans le cadre de cette raison d'être. Et donc nous avons regardé cet ensemble d'activités de services, effectivement importantes, 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires,
un peu plus de 100 000 salariés affectés à ce type d'activité. Et nous avons décidé de regarder les choses de deux manières. D'une part, un tiers de ces activités à peu près relèvent de métiers qui sont liés à la transition énergétique. L'investissement, l'exploitation dans des réseaux de chaleur, dans des réseaux de froid, différents types de projets, soit pour des collectivités, soit pour des industriels, qui contribuent à leur scénario de transition énergétique. Et puis un certain nombre de métiers dans lesquels on vient aider nos clients à s'engager effectivement dans ces opérations de réduction de consommation d'énergie et de verdissement de leur dispositif de production d'énergie. Donc ça reste au cœur des priorités du groupe. En revanche, on a un ensemble de métiers larges. On a dit la semaine dernière que ça représentait un petit peu plus de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 70 000 personnes, qui sont des métiers techniques d'installation, essentiellement installation électrique, installation de systèmes de climatisation, de systèmes de chauffage, entretien de ces systèmes, gestion d'immeubles. Et là, on se dit, ça, c'est un ensemble très différent dans son modèle d'affaires, très différent dans la manière dont il doit être géré. C'est beaucoup de petites opérations dans des clients de toute taille. Et cet ensemble gagnerait à prendre un petit peu d'autonomie par rapport à Engie. Et donc, ce que nous allons faire, c'est l'identifier, c'est lui donner une équipe de management et puis réfléchir à ce que peut être la meilleure manière pour prendre progressivement de la distance par rapport au groupe. L'enjeu, il est simple, c'est de simplifier Engie, c'est de nous concentrer sur des métiers qui sont les métiers de l'énergie, dans lesquels nous avons effectivement un savoir-faire, dans lesquels nous avons une culture, un ADN qui correspond bien aux enjeux de ces métiers-là, et puis s'assurer que nous avons les moyens pour développer les priorités que j'évoquais tout à l'heure, s'agissant des renouvelables ou des infrastructures. Et vous êtes fixé une échéance parce que ça concerne quand même ça concerne beaucoup de monde, et bien sûr, c'est quelque chose qu'on veut faire dans le cadre d'un dialogue nourri. Le groupe a une culture de dialogue social. Chez Engie, on fait les choses en ayant vraiment en tête la nécessité d'entretenir avec les représentants du personnel un dialogue nourri sur la base d'informations très précises. Donc le seul objectif qu'on s'est fixé, c'est d'engager la consultation de ces instances, qui est un processus assez lourd, où il faut fournir beaucoup d'informations, au début de l'année prochaine. Et puis ensuite, ma foi, on verra en fonction des opportunités. On pourrait effectivement envisager une mise sur le marché partielle de cette activité. On pourrait envisager une cession à un stratégique. Mais en bloc, en tout cas. Oui, alors ce qui est très clair, c'est qu'on veut garder un bloc. Ça ne sera pas cédé par appartement. Non, ça ne sera pas cédé par appartement. Pourquoi ? Ouais. Parce que quand on le garde dans un bloc, on a une très belle entreprise. Elle se compare un petit peu à SPI dans ses métiers, ou elle se compare à Vinci Énergie. C'est SPI, mais presque deux fois la taille de SPI, donc c'est un gros objet. Et il nous paraît important de lui conserver son intégrité, parce que c'est le moyen d'offrir à nos équipes de management, à l'ensemble des équipes opérationnelles qui travaillent pour servir nos clients dans ces métiers, c'est l'occasion de leur offrir une belle aventure. C'est un acteur qui sera un leader en Europe, en particulier en France et dans le Benelux, et qui a vocation à croître, puisque ce sont des métiers de croissance. Et c'est vraiment... je pense que c'est une belle aventure que nous offrons à cette partie du groupe. Alors vous avez insufflé depuis février, depuis le début de l'année en gros, une inflexion à la stratégie d'Engie, sans attendre l'arrivée de la nouvelle directrice générale Catherine MacGregor, qui doit arriver au 1er janvier, je crois. Et en plus, ça vient du secteur parapétrolier. Alors, est-ce qu'elle va apporter aussi une brique à sa stratégie, ou est-ce que la stratégie est déjà définie ? Non, alors elle va apporter beaucoup de briques. Elle va construire la maison, en fait. On a simplement fait les plans... Non, alors pourquoi ce calendrier ? D'abord, pour moi, c'était très clair qu'il fallait que le conseil d'Engie, qui avait commencé à réfléchir depuis presque un an à ce que devait être la stratégie du groupe, je pense qu'il fallait qu'on aille au bout de cette réflexion, d'où les orientations stratégiques qu'on a annoncées au mois de juillet, et à ce moment-là, choisir notre dirigeant. Pourquoi ? Parce que ce dirigeant, sa responsabilité, c'est de mettre en œuvre la stratégie que le Conseil a arrêtée, les orientations stratégiques que le Conseil a arrêtées. Et pour les mettre en œuvre, pour venir les mettre en œuvre, il faut savoir ce qu'elles sont. Et effectivement, j'ai trouvé très utile et très efficace d'avoir, avec Catherine, mais aussi avec d'autres candidats, un dialogue très ouvert sur voilà ce qu'on veut faire. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Est-ce que c'est une stratégie qui vous convient ? Est-ce que vous vous sentez capable de la mettre en œuvre efficacement, rapidement ? Et donc, le Conseil a choisi Catherine. Et franchement, présenter Catherine MacGregor comme quelqu'un venant du secteur du pétrole, c'est un raccourci un peu rapide. En fait, elle a fait une grande partie de sa carrière dans les services à l'industrie, chez Schlumberger.
qui est une très belle école de management. Et puis ensuite, elle a travaillé pendant 2 ans chez Technip pour organiser la partie ingénierie de Technip. Je crois que c'est quelqu'un qui, dans tous ses postes, a fait face à des défis de taille croissante et, dans des environnements souvent difficiles, a réussi chacun des challenges qui lui étaient proposés. C'est quelqu'un qui a vraiment une culture, un savoir-faire d'industriel. Elle connaît bien l'environnement de l'énergie et quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de détermination. Et donc, il lui reste à nouveau tout le travail est à faire, si je puis dire. Hein. C'est vraiment transformer ces orientations en plan stratégique, préciser ce que sont pour chacun de nos métiers nos objectifs de croissance dans les prochaines années, et puis ensuite organiser le groupe pour permettre leur réalisation. Et à nouveau, nos objectifs essentiels, ils sont autour de la croissance. Engie est vraiment reparti à l'offensive en se disant, sur une base simplifiée, on a surtout parlé de métiers, mais en géographie aussi, on va se concentrer un petit peu sur les métiers. Parce que vous aviez dit que vous ne conserveriez que quelques pays, une vingtaine de pays. Oui, en fait, on intervient dans plus de 50 pays aujourd'hui, et dans certains cas avec des positions qui sont plutôt faibles, et dans des pays dans lesquels nous voyons finalement peu d'opportunités de nous développer. On a décidé de se concentrer sur une vingtaine de pays, et effectivement, Catherine a la responsabilité de mettre en place l'organisation et l'équipe qui vont nous permettre de transformer ces défis et effectivement de faire d'Engie un leader dans ces métiers de la transition énergétique et climatique. D'accord. Alors nous avons eu quelques questions d'internautes pour vous, et notamment l'un s'interroge à quand une taxe sur les énergies carbonées? Bon, d'abord, il y a beaucoup de taxes sur les énergies carbonées, mais c'est vrai qu'en France, il y a d'autres pays qui sont dans cette situation. L'internaute précisait énergie carbonée polluante. Oui. Non, mais alors moi, je crois que mettre un prix sur le carbone, c'est un moyen très efficace de nous inscrire effectivement dans des scénarios de transition énergétique et climatique ambitieux. Alors, c'est quelque chose qui s'est fait de manière partielle en Europe. S'agissant des grandes installations de production d'énergie ou des grandes installations industrielles, il y a déjà un prix du carbone. Il y a un système européen de quotas d'émissions qui fait que lorsque vous émettez une tonne de CO2, vous devez acheter un quota, ce qui est un petit peu l'équivalent d'une taxe, même si le mécanisme est un tout petit peu différent. Ce qu'on n'a pas réussi à faire véritablement, c'est une taxe qui permette aux particuliers de comprendre, d'avoir ce même raisonnement au fond qui est j'utilise une énergie carbonée, je paye quelque chose pour contribuer à supporter les effets de ces taxes. Alors en France, il y a plein de taxes de cette nature-là. La taxe sur les produits pétroliers, la TIPP, relève au fond d'une forme de taxe sur une énergie carbonée. Mais on a du mal à aller vers un système simple de taxe carbone. On a vu les soubresauts politiques et sociaux que l'annonce d'une augmentation de la taxe sur les énergies a réalisé il y a 2 ans. Je crois qu'il faut qu'on remette ce sujet sur la table, peut-être sous une forme un peu différente, une forme qui apparaisse beaucoup moins punitive, en particulier pour ceux qui vivent dans des situations où ont des besoins particuliers d'utiliser par exemple leur véhicule ou qui sont face à des difficultés pour boucler leur budget de chauffage de fin de mois. Il faut peut-être qu'on reverse aux ménages une partie du produit de cette taxe pour les inciter à un geste vertueux, mais le faire d'une manière qui ne pénalise pas ceux de nos concitoyens qui ont des revenus faibles. Mais à nouveau, c'est un mécanisme très efficace, c'est un mécanisme vertueux que de faire comprendre à chacun que utiliser sous une forme ou une autre de l'énergie carbonée et émettre 1 kilo ou 1 tonne de CO2 à l'atmosphère, c'est quelque chose qui doit avoir un coût. Parce que le fait d'avoir un coût, ça nous incite à être beaucoup plus raisonnable. Et c'est vraiment en essayant de transformer les comportements individuels qu'on arrivera à s'engager résolument dans ce scénario zéro carbone qui est celui pour lequel la France s'est engagée avec un objectif à 2050 qui finalement n'est pas si loin que ça quand on regarde l'importance des efforts à accomplir. Alors, question qui revient assez régulièrement par les temps qui courent, compte tenu des ambitions, des nouvelles ambitions de Total dans la transition énergétique, donc un internaute nous demande, peut-on envisager une OPA de Total sur Engie? J'allais dire, vaut mieux faire envie que pitié, comme on dit quelquefois. Bon, la réalité, qu'est-ce que c'est? C'est que Total est un grand groupe avec lequel nous avons beaucoup de relations. Nous sommes clients, fournisseurs selon les sujets, partenaires sur certains projets. Total a des ambitions très fortes dans les énergies renouvelables et je pense qu'il regarde peut-être avec intérêt ce que nous avons réussi à faire dans ce domaine, puisque en finalement quelques années, on a construit aujourd'hui un parc de près de 28 mégawatts de capacité de production renouvelable.
Ceci dit, il y a plein d'autres métiers dans le groupe, les infrastructures, la génération, nos activités de service qui me paraissent assez loin de la stratégie de Total. Donc, vous leur aviez cédé une partie d'ailleurs. L'amont GNL avait été cédé à Total. De gaz naturel qui les intéressait beaucoup. À ce stade, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de fantasmes de banquiers plutôt que le résultat d'une réflexion stratégique aboutie. En tout cas, nous sommes déterminés à continuer à nous développer dans les métiers que j'évoquais tout à l'heure, les renouvelables et les infrastructures. Et Engie a aujourd'hui la taille, le bilan et surtout les équipes qui nous permettent effectivement d'être un leader de la transition énergétique et climatique avec, je dois dire, toute l'assurance qui est nécessaire pour continuer à nous développer dans ces métiers. En dernière question pour les lecteurs d'Investir qui sont très attachés à ce point-là, le retour d'un dividende chez Engie, quelle sera votre politique pour 2020 ? On a effectivement dû prendre cette décision difficile en mai dernier. C'était vraiment un sujet sur lequel le Conseil a beaucoup débattu, qui a conduit à supprimer le dividende, avec le sentiment que l'année avait beaucoup d'incertitudes, ce qui est le cas, et à la fois pour des raisons de solidarité, mais surtout la volonté de garder la plus grande flexibilité financière. Nous avons demandé à nos actionnaires de faire cet effort, et je sais que, en particulier pour les actionnaires individuels, c'est un gros effort. Nous avons annoncé le retour de notre politique de dividende, dans les mêmes conditions que nous l'avions exprimé avant cette décision, avec donc un payout ratio que vous connaissez. Et 65 à 75%. Et le Conseil se déterminera, comme il est habituel, au moment de la clôture des résultats, de la clôture des résultats 2020, sur ce que sera notre dividende l'an prochain. Alors nous allons conclure sur ce point-là. Merci Monsieur Clamadieu. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Et dans un instant, nous repartons chez L'Oréal. Nous allons retrouver Alexandra Palt pour parler du nouveau plan développement durable à 2030 de L'Oréal. Merci.